Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle émission, nouvel entretien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bertrand Scholler. Merci d'avoir invité Bertrand, d'avoir accepté, pardon. Bon, bonjour Kentra. Bah, écoute, j'accepte, j'ai accepté avec plaisir parce que d'abord je te suis depuis pas mal de temps. Alors je vois pas toutes tes vidéos, mais en fait ce que j'ai noté c'est que comme beaucoup de personnes qui sont totalement indépendantes, il y a un vrai, en fait il n'y a pas de calcul. C'est-à-dire que ce qui t'intéresse c'est quelque chose qui aide tes auditeurs à comprendre. C'est pas quelque chose qui va te valoriser toi ou qui va t'éviter de valoriser quelqu'un qui pourrait être un concurrent en fait. Tu fonctionnes pas au sein d'une mafia comme d'autres journalistes qui ne favorisent que les gens de leur cercle particulier et considèrent tous les autres comme des concurrents ou des ennemis. Donc quand tu me proposes de participer, je suis ravi. Et puis là, en plus, c'était même moi qui t'ai dit, bah, suite à l'émission que tu avais fait après le procès, est-ce que tu veux qu'on fasse une émission ensemble? Donc c'est moi qui t'ai demandé. C'est ça exactement. Et encore une fois, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, je te propose d'abord, Bertrand, que tu te présentes, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas. Comme ça permet. Et puis aussi présenter ton ouvrage, parce que tu as sorti un bouquin qui est actuellement, j'ai vu, top 1 dans la catégorie éthique sur Amazon, si je dis pas de bêtises. Alors, il est top 1 dans plusieurs catégories. Il a été pendant pas mal de semaines. Ah ouais, ok. Euh, c'est un bouquin qui fait 555 pages, qui s'appelle Fiat Veritas Spirat Mundus. Alors, rien ne me prédisposait a priori à écrire un bouquin, puisque j'ai fait des longues études, hein, deux fois ingénieur et Sciences Po. J'ai eu une carrière très diverse et je me suis, entre guillemets, lancé dans ce que certains appellent la réinformation, le complotisme, la résistance, la rébellion, enfin, tout ce que tu veux. Moi, je considère que je fais de l'analyse détaillée de ce qui se passe et j'essaie de relier les choses entre elles. Et depuis 2001, depuis septembre 2001, le choc de septembre 2001, et moi il y a eu deux chocs, en fait il y a le choc des tours qui tombent et le choc des passeports. Mais en temps réel, quand les passeports sortent, je suis avec un copain qui est un ex-légionnaire qui a bossé un peu dans les services et on se regarde et on se dit c'est pas possible, c'est impossible aussi vite dans la fumée, dans ce qu'était New York ce jour-là, de trouver des passeports de personnes qui sont dans un cockpit qui s'est écrasé sur une tour de métal et de fer et les passeports sont quasiment intacts en fait. Et bon, il y a beaucoup de choses qui sont bizarres, mais vraiment les passeports. Et je me dis, ça y est, le monde rentre dans une nouvelle phase. Et la phase commence avec le lendemain ou surlendemain, le Patriot Act et l'interdiction de remettre en cause l'enquête officielle. Donc, c'est-à-dire qu'avant même que l'enquête soit conclue, il est interdiction de remettre en cause quels que soient les aspects du narratif. Et le livre, ça s'appelle La Table Rouge. Et alors, la table rouge, c'est quelque chose qui va être assez important pour moi. Donc là, on parle de 2001, mais moi, c'est l'idée d'une table rouge qui est un lieu dans lequel se passe la sélection et l'identification et la sélection de talents. Donc des gens qui vont rejoindre, entre guillemets, ce que j'appelle le camp du bien, puisque dès cette époque-là, je segmente le monde en un camp du bien, un camp du mal, mais c'est très peu de personnes et la masse de la population que chaque camp essaie de rallier à elle. C'est-à-dire que nous, dans notre travail, on essaie de permettre aux gens de comprendre qu'ils ne doivent pas accepter de pactiser, entre guillemets, avec ceux qui veulent nous faire croire ou agir d'une certaine manière. Et eux, réciproquement, font le même travail. Avant l'intelligence artificielle, ils avaient les médias, les réseaux sociaux, etc. Donc, ils ont de plus en plus d'outils pour nous tromper et corrompre nos âmes. Et pourquoi je disais la table rouge, ça m'a troublé, c'est quand j'ai étudié la photo d'Emmanuel Macron, sa photo est sur une table rouge. Mais c'est pas une table avec une nappe rouge, c'est une table en cuir rouge, rouge sang. Et lui, il l'utilise pas comme table, il l'utilise comme chaise. C'est-à-dire qu'il est assis sur une table. Ce qui est
déjà en soi quelque chose qui est incorrect. Tu as un côté, tu vois, cette table, elle est importante à l'Élysée parce que des choses ont été signées dessus. Tu vois, des documents clés. Et lui, il pose ses fesses dessus. Donc, non, mais dès la photo, il fait passer des messages importants. Et donc j'en ai déduit que vraiment l'idée de la table rouge était importante puisqu'il a tenu lui-même à avoir, évidemment, c'est pas en contraste avec ma table rouge à moi puisqu'il n'en connaissait pas l'existence, mais à s'asseoir dessus. Et j'invite vraiment à lire et à voir ce que j'ai écrit sur la photo officielle et d'autres choses. Mais tout ça, c'est aussi dans ce livre, c'est pour ça qu'il est épais. Et, euh, et si vous allez sur Amazon, vous verrez, les critiques sont vraiment bonnes. Euh, les gens se régalent. Et surtout, il y a des personnes qui n'avaient plus lu de livre depuis très longtemps et qui disent c'est fou, parce qu'en fait, le livre est vraiment dense, mais chaque jour, quand j'arrête, bah, je regrette d'arrêter et je suis impatient de recommencer. Mais j'ai d'autres personnes qui me disent oh là là, j'ai peur d'arriver à la fin du livre parce qu'en fait, il manquera quelque chose. Mais ce n'est pas des commentaires qu'on écrit pour me faire plaisir, c'est vraiment des personnes qui disent ce livre a un impact fort sur moi. Et, euh, et tu sais bien, parce que tu es un observateur de la chose médiatique, politique, géopolitique, j'ai aucun relais pour faire la pub. Et j'ai même plus mon compte X, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, comme dans nos échanges, mais on va revenir à la plainte, il y a. Ben, je suis quasiment privé de mes réseaux sociaux, en tout cas mon compte X, qui était celui pour lequel j'étais connu, est fermé pour 6 mois. Et donc, bah, je remercie en fait tous ceux qui se sont lancés dans l'achat de ce livre et dans sa lecture surtout. Et j'espère qu'il y aura, après cet entretien, de plus en plus de monde. Et je sais que tu m'as dit que dès que tu l'aurais lu, on referait une émission pour en parler. Donc je suis ravi. Bien sûr, et évidemment, le lien sera en description de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Alors, pour résumer les faits, justement, du fameux procès Brigitte et poser les bases de cette interview, à l'été 2024, Brigitte Macron dépose une plainte pour cyberharcèlement à la suite de plusieurs publications diffusées sur le réseau social X. Quelques mois plus tard, Bertrand Scholler est placé en garde à vue, puis condamné en janvier 2026 pour 2 publications, à une peine avec sursis, une amende, à la suspension de son compte X et le versement de dommages et intérêts. Il conteste cette décision, dénonce une atteinte à la liberté d'expression et a annoncé faire appel. Donc, toi, Bertrand, est-ce que tu peux m'expliquer le rôle exact que tu as dans cette affaire et pourquoi tu y es aujourd'hui associé? Alors, peut-être il faut juste que les personnes qui nous écoutent imaginent comment Brigitte Macron porte plainte. Donc, elle est à l'Élysée et il y a un commissaire divisionnaire de police avec sans doute d'autres personnes qui se déplacent à l'Élysée pour prendre sa plainte. Donc, t'imagines, ça a quelque chose de très important pour un policier d'aller à l'Élysée prendre une plainte. C'est quelque chose de très, très peu classique. En général, un président de la République, s'il a une plainte à faire, d'abord, il peut s'adresser directement au parquet et il se met constitution de partie civile ou ce que tu veux. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Mais faire une plainte, entre guillemets, de ce type, c'est pas quelque chose de classique. Et là, on est dans une plainte avec une loi nouvelle dont on mesure pas encore, enfin, beaucoup ne mesurent pas encore l'étendue dans laquelle elle peut être appliquée et les conséquences que l'application peut avoir. C'est ce qu'on appelle la loi Schiappa sur le cyberharcèlement. Et donc, elle porte spécifiquement plainte contre Xavier Poussard et Aurélien Poirson. Pourquoi contre Xavier Poussard? Parce qu'il a écrit un livre qui a un grand succès déjà à ce moment-là, qui s'appelle Becoming Brigitte et qui va faire couler beaucoup d'encre, y compris aux États-Unis. Et il y a Aurélien qui est quelqu'un qui fait des milliards de vues sur X et dont ce sujet est un sujet important, mais il est important pour lui avec des ricochets, avec des gens comme Campagnol et beaucoup d'autres, puisque tu sais, ils inventent la coccinelle, ils inventent plein de choses pour créer un buzz. Voilà.
Donc il y a ces deux personnes et la plainte dit et toute autre personne qui aurait participé à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Donc la police se saisit du dossier. Et là, c'est la police judiciaire, donc c'est pas la police de ton quartier ou autre, immédiatement. Et il va y avoir, comme tu l'as dit, des gardes à vue. Mais pas des gardes à vue normales, c'est-à-dire que moi, à 6 heures du matin, un mardi, je crois que c'est le 10 décembre, la police vient chez moi et je vais avoir menottes, etc., 35 heures de garde à vue, 10 heures d'interrogatoire, et je découvre à l'issue qu'en même temps, il y avait également Aurélien qui a eu la même durée de garde à vue. Alors moins d'interrogatoire parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'hôpital, hein, parce qu'il se sentait pas bien. Euh, et, euh, et surtout, on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont engagées dans la plainte. On voit un certain nombre de pièces qui me sont présentées en fait pendant mon audition, et, et j'ai l'impression qu'il va y avoir des noms connus en fait qui vont être dedans. Et il s'avérera qu'il y aura aucun des noms connus qui ont été très actifs sur ces questions-là. Euh, on peut citer beaucoup de noms, mais il y avait des gens, Black Bond, Eric Verrag, tous les médias en ont parlé, ont invité massivement Xavier Poussard, ont commenté beaucoup ce qui se passait avec Aurélien, hein, Morillo, tout ça. Tous ces gens ont fait beaucoup de buzz avec, avec cette affaire, mais aucun d'eux va être impliqué. Donc ce qui est assez incroyable, hein, puisqu'on a l'impression que la plainte ne s'adresse qu'à un certain profil, alors qu'on sait qu'en France, depuis 2007, aux émissions de Michel Drucker, on sait qu'en France, Charlie Hebdo, on fait énormément de choses très vulgaires sur cette question, ou très humoristiques, et que même les médias comme TF1, quand ils parlent de ce dossier, mettent une pièce dans la machine, puisqu'en fait, ils accordent de l'importance à quelque chose, et donc ils sensibilisent les gens, même s'ils présentent ça comme un complot, bah, les gens vont se retrouver confrontés à quelque chose qui est inimaginable pour un pays comme la France. Comment est-ce que ça peut atteindre les journaux télévisés de parler d'un tel sujet? Et l'autre question, c'est le président de la République lui-même, je crois que c'était en marge d'une foire d'art ou je ne sais pas quoi, il est interrogé par les journalistes de TF1 encore une fois, et dit que la chose qui l'a le plus touché depuis qu'il est président de la République française, c'est pas le génocide de Gaza, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas les gilets jaunes défigurés, c'est pas les suspendus, c'est pas les questions sur les effets secondaires du Covid et la dette qui a explosé, c'est qu'on a osé remettre en cause euh, Brigitte Macron et interroger leur couple, interroger le genre, etc. Alors il dit c'est des gens complètement farfelus et tout, et elle dit au journal de TF1 que toutes les personnes seront attaquées, et les avocats disent que ça ne s'arrêtera pas là, mais t'en es à te poser la question si tu as même le droit. Moi, par exemple, cette affaire me touche, c'est-à-dire que on me salit, etc. Et quelque part, on me dit, t'as pas le droit de te défendre, t'as pas le droit d'expliquer ce qui se passe, parce que ça pourrait être considéré comme quelque chose de répréhensible. On arrive dans un système de 1984 sans en avoir l'air, dans le pays qui a mis dans la rue des millions de personnes pour dire qu'on est Charlie. Être Charlie, ça voulait dire on a le droit de blasphémer Mohamed, hein, le prophète de l'islam. C'était ça, Charlie. On a le droit de faire la même chose avec un pape, avec tout le monde. Donc on est dans un pays qui met au sommet de sa liberté d'expression le droit au blasphème, à la caricature, à tout ce que tu veux. Et c'est chaque semaine, c'est pas juste de temps en temps. Mais là, on découvre qu'en fait, au-dessus de Mohamed, au-dessus du pape, au-dessus de tous les présidents du monde, il y a quelqu'un qui s'appelle Brigitte et qui est intouchable. Non mais c'est ce que ça nous dit. Parce qu'en réalité, toi, moi, pratiquement toutes les personnes qui deviennent un peu connues sur Internet, on est harcelés,
on est attaqué. C'est-à-dire que dès qu'on s'exprime sur un sujet clivant, c'est infernal. Enfin, moi, les policiers, d'ailleurs, ont reconnu, parce que quand ils faisaient l'enquête et qu'ils suivaient un peu mon parcours en ligne, etc., ils ne peuvent pas voir, ils peuvent pas dire qu'ils ne voient pas la violence contre moi. Mais bizarrement, ils ont l'obligation, quand ils voient des faits délictuels, d'intervenir, mais ils ne le font pas. Parce qu'en fait, ils savent que quand on accepte d'être personnage public, ça a des conséquences. Quand tu veux faire une omelette, tu dois casser des œufs. Quand tu veux t'exprimer sur des sujets qui ne font pas l'unanimité, tu ne feras pas l'unanimité. Mais alors, pourquoi tu penses que Brigitte elle a choisi la voie, disons, judiciaire plutôt qu'un démenti public clair? Ça irait plus vite quand même. Oui, mais ça, alors c'est vraiment la bonne question. C'est-à-dire que dans sa plainte, elle explique que le trouble qu'elle a, il est tel que quand elle va à l'étranger, les gens lui posent cette question. Sa fille dit que ses enfants, à l'école, on se moque d'eux, que ça les trouble, etc. Mais tout ça, moi, je l'entends. Mais quand tu es dans une société, et a fortiori quand tu es la femme du président, certains médias disent la première femme de France, quelqu'un pour lequel l'État investit autant d'argent et, à croire le Monde, a militarisé l'Élysée, puisque tu as eu un long article du Monde qui dit explicitement que l'Élysée était militarisé avec un préfet et toute une équipe pour empêcher, entre guillemets, la propagation de ce qu'ils appellent des fake news. Donc, pour empêcher, comme tu dis, il faudra apporter la preuve. Dans n'importe quelle société normale, quand quelque chose nuit à ton état, tu peux dire non, non, mais je dis rien parce que j'ai pas du tout à dire. Qui sont ces gens-là pour me demander de m'expliquer? Mais quand ça prend de telles proportions, tu n'as plus le choix. Et comme il y a un procès qui commence aux États-Unis, ils plaisantent pas avec ces choses-là. Le plaignant doit apporter la preuve. Parce que c'est seulement à partir de la présentation de la preuve que tu peux inclure la mauvaise foi dans l'attitude de l'autre. Or, on a bien vu dans le procès de Natacha Ray et d'Amandine Roy qu'il y avait deux choses qui n'ont pas, que les juges n'ont pas laissé passer. C'était la présomption de bonne foi. Pour l'instant, les juges n'ont pas d'éléments pour dire que les propos tels qu'ils ont est exprimé pouvait l'être de bonne foi. Et l'autre chose, c'était dire que quelqu'un est transsexuel, c'est pas une insulte. Parce que sinon, il faudrait trouver un autre mot pour les transsexuels qui eux-mêmes s'appellent transsexuels. Tu vois, dire que tu es un homme, une femme, homosexuel, transsexuel, lesbienne, ce n'est pas dire de toi que c'est une insulte. Donc tu peux pas dire que quelqu'un te diffame parce qu'il utilise à ton égard un terme qui n'est pas une insulte. Et c'était vraiment compliqué pour les juges, et peut-être pour les gens qui nous écoutent, personne n'a pris le temps d'expliquer ça comme ça, mais accuser quelqu'un d'être transsexuel ne peut pas, en l'état actuel du droit, être considéré comme une diffamation. C'est parce que même si la personne ne l'est pas, au pire, c'est une erreur, de la mauvaise foi, au pire, c'est du cyberharcèlement. Tu vois, parce que tu as répété quelque chose pour mettre, mais c'est pas diffamant. Et donc, on se dit, mais tiens, est-ce que cette loi a été poussée à ce point-là, avec une telle vigueur, depuis le début de son mandat, de son premier mandat, par Emmanuel Macron et par Brigitte Macron, qui a répété sans cesse que s'il y avait une cause qui était importante pour elle, en tant qu'ancienne prof et femme du président de la France, c'était la cause du harcèlement, et en particulier la cause du cyberharcèlement. Il se trouve que Marlène Schiappa, qui avait un petit peu disparu, réapparaît aujourd'hui quasiment quotidiennement dans les médias pour parler de l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans. Mais en fait, c'est comme un cheval de Troie. Parce que pour interdire aux moins de 15 ans, ça veut dire que pour tout le monde, il faudra le contrôle de l'identité. Et donc, le piège va se refermer. Donc, pour une bonne raison. C'est-à-dire, par exemple, les Chinois, ils disent les enfants de moins de 15 ans, ils doivent passer moins de 2 heures sur Internet.
Donc, ils mettent en place des choses qui font que le téléphone s'arrête. Et donc, ils peuvent étudier plus et ils ne sont pas pris par la drogue des jeux électroniques. Sachant que les jeux électroniques en Chine n'ont rien à voir avec les jeux électroniques en Occident. C'est des jeux qui élèvent, tu vois, je dis pas que les jeux qu'on a en Occident ne sont pas des bons jeux. Je dis que si tu prends le cap d'un bateau, eh ben, le jeu chinois va te faire arriver plus vite à devenir un adulte responsable, droit, débrouillard, etc. Et le jeu en Occident, ça va te rendre nerveux, drogué, Infantilisant, ouais. tu vas être sans cesse énervé, apeuré, etc. Et donc, tu vas créer en toi tous les entonnoirs, en fait, pour te faire happer par un système qui veut transformer les gens en machines. Et selon toi, le statut de la première dame, il a pesé dans l'affaire? Écoute, il a tellement pesé qu'il s'est passé 3 étapes. Donc, il y a eu l'étape des gardes à vue, et la plupart des médias n'ont pas mesuré ce qui se passait. Pourquoi? Parce que très vite, les gens ont émis le doute en disant mais Zoé Sagan veut relancer c'est faux, et donc il n'y a pas de garde à vue. Mais c'était incroyable, le bruit était devenu énorme. Ensuite, il y a eu la première audience en juillet. Il y avait toute la presse, mais quasiment pas de presse dissidente. C'est-à-dire, c'était diplômés, des gens vraiment pas fréquentables, qui avaient fait des horreurs. Et enfin, le système allait réprimer. Mais ils étaient tous là parce que c'était sa personnalité à elle. Mais le coup de grâce, en fait, c'est autour du 27-28 octobre. C'est-à-dire que dès le samedi, puis le dimanche, puis le lundi, puis le mardi et le mercredi, tu as un tapage inimaginable dans les grands médias. C'est-à-dire, tu as même Pascal Praud dans son émission CNews qui dit qu'il faudrait tout leur prendre, il faudrait les condamner. Le même qui explique que c'est complètement anormal ce qui arrive à Nicolas Sarkozy parce qu'il n'a pas été déclaré coupable et qu'il a toujours un appel et un machin. Là, on parlait de 5 ans de prison, multiples condamnations, etc. Mais là, des petites personnes, je ne parle pas pour moi, mais vraiment, il y avait des personnes extrêmement fragiles qui utilisaient parfois juste Internet. Je ne vais pas dire comme un exutoire parce que ce n'est pas le cas, mais c'était un endroit où ils pouvaient s'exprimer parce qu'on ne peut plus manifester, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Et ils pouvaient dire, mais c'est des mensonges, c'est des machins, j'y crois pas, j'ai lu ça, personne n'a attaqué en diffamation Xavier Poussat. Bah, tu vois, les gens se posent des questions légitimes d'une affaire qui est devenue une affaire d'État. Mais TF1 en parle, BFM fait une émission longue d'1 heure sur le sujet. Et invariablement, elle n'est plus la première dame, elle est une grand-mère qui est victime d'agissements de malades mentaux horribles, etc., qui font ça. Alors que c'était intéressant, il y avait une profileuse avec laquelle j'avais été dans une émission et qui racontait que le harcèlement vise toujours un certain type de cible. Tu ne cibles jamais quand tu harcèles quelqu'un de très puissant, en fait. Tu cibles toujours quelqu'un qui va être facile à isoler et pour abîmer la personne ou la détruire ou obtenir quelque chose en contrepartie ou te venger, tu vois, d'une ex-fiancée ou d'un ex-fiancé, tu vois, mais tu t'adresses vraiment à la personne. Et souvent, la partie cyberharcèlement n'est qu'une des composantes, puisque tu sais, il y avait eu une influenceuse, je ne me rappelle plus son nom, assez proche de la droite patriote, tu sais, qui était très, qui disait qu'elle était très harcelée par des musulmans ou des islamistes ou autres, je ne sais plus comment elle s'appelle, et qui était devenue très connue, mais elle... c'est Mila? Pardon? Mila? Oui, voilà. Mais elle était harcelée sur les réseaux, elle était harcelée dans la vie de tous les jours, elle était menacée dans sa boîte aux lettres, dans son machin, donc on avait, le cyberharcèlement n'était qu'une petite composante d'un harcèlement, mais quelque part, tu sais, c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire, est-ce que, je vais dire un truc horrible, hein, mais tu vois, c'est comme les policiers qui disent à quelqu'un, vous baladiez à 2 heures du matin en mini-jupe, sans culotte, les seins à l'air, dans un endroit où il n'y a que des repris de justice, vous pensez que les mecs, ils allaient vous mettre dans un carrosse pour vous ramener
vous saviez que ce que vous faisiez, c'était de la folie, quoi. C'est comme si tu nages avec des piranhas. Évidemment, si tu as une plaie ouverte ou des requins blancs, ils vont venir, ils vont vouloir te croquer. Le monde, il n'est pas parfait, tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment méchants, et si tu les provoques, ils réagissent comme des taureaux. C'est-à-dire, si tu as quelqu'un comme Mila qui te provoque très très fort, tu vois, c'était comme les versets sataniques ou Charlie Hebdo, les gens se sentent blasphémés, ils se sentent blessés. Alors, c'est pas normal de réagir et de harceler quelqu'un. Moi, je suis absolument contre ça. Mais je pense qu'en fait, on doit s'auto-réguler les uns les autres. On ne doit pas dire le droit au blasphème, le droit à tout ça, et s'étonner que ça blesse des gens qui ne savent pas se contrôler parce qu'ils n'ont pas eu l'éducation ou parce qu'ils ne comprennent pas que le système ne dise pas là, vous allez trop loin. Et donc, un système de liberté totale, mais qui ont l'air d'être à géométrie variable. C'est-à-dire qu'ils vont être des libertés totales pour les uns, mais si tu es musulman, ou si tu es ceci, ou si tu es cela, les libertés que tu auras seront peut-être très limitées. Et donc, là, on a vraiment le cas de personnes qui avaient des comptes avec 10 personnes qui les suivaient. Leur poste était vu parfois par 1, 2 ou 3 personnes, c'est dans les scellés. Ouais. Et ils se retrouvent. Alors, eux, ils n'ont pas été recherchés chez eux. Ils ont été convoqués. C'est-à-dire, les seuls qui sont recherchés chez eux, c'est Aurélien et moi et une autre personne. Tu as pu rentrer en contact avec eux d'ailleurs? Essayer de discuter de cette affaire-là ou... Oui. Bah, moi, je connaissais déjà Aurélien. Okay. Donc, on a continué à se parler. L'autre personne, on s'est rencontrés à l'issue de la garde à vue. Mais en fait, on s'était jamais rencontrés, on n'avait jamais échangé avant. Il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. Ouais. Mais après, on a parlé 1 ou 2 fois parce qu'on a échangé nos coordonnées. Et puis finalement, on n'a jamais parlé, pas parce que je ne le trouvais pas sympathique, mais tu sais, d'abord, tu essaies de ne pas penser à ça sans arrêt. Et bizarrement, en fait, chacun était mis en situation, et c'est tout le système. Au lieu de faire front commun et d'expliquer les choses comme j'essaie de le dire devant toi, bah, chacun s'est dit, si j'avance comme ça, je vais sauver ma peau par rapport aux autres. Tu sais, c'était diviser pour mieux régner. Donc, il y en a qui se sont dit, moi, je suis un tout petit, je vais m'excuser. De toute façon, c'est sans doute pas les petits qui veulent. Et nous, on va servir à exploser les grands. Tu sais comment les gens réfléchissent avec les parents, les enfants, les femmes, etc. Et ça a fonctionné exactement comme ceux qui avaient ciselé cette affaire le voulaient. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé avec 10 personnes qui étaient complètement dans des directions différentes. Un qui a dit « je veux pas être défendu, je veux pas venir ». Donc c'est parfait pour énerver un juge. Je veux pas être descendu, je veux pas venir, je vais pas aux convocations de la police. Bon bah voilà. Il y en a qui ont dit c'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle. Il y en a qui ont dit ok, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça comme commentaire de très grands comptes qui sont pas venus. Pourquoi moi et pas eux? Mais le cyberharcèlement ne tient pas compte de la gravité de ce que tu as fait. En fait, il suffit que tu fasses partie des gens qui sont pris et que ton cas tombe sous le coup de la loi. Tu sais, c'est comme tout. Il y a beaucoup de gens qui font des choses mal, puis il y en a certains qui se font avoir. Alors, ça tombe toujours sur les mêmes personnes. Puis il y en a qui ont dit, moi, j'ai fermé mes réseaux, mea culpa, mea maxima culpa. Donc, si tu veux, que ce soit la presse ou l'avocat de la défense, pas de la défense, de l'accusation et le procureur, c'était relativement simple. Surtout que la loi, elle a été pensée pour ne nous donner quasiment aucune chance de nous en sortir. C'est-à-dire que dans la loi, tu peux même dire que tu aimes quelqu'un, mais tu peux être considéré comme un harcèlement parce que tu aimes trop cette personne. Je ne sais pas si tu vois. Donc, tu peux harceler d'amour, mais d'amour sincère. Mais tu peux aussi harceler d'humour dans la loi. Tu peux harceler de cynisme. Tu peux harceler parce que tu écris comme La Fontaine et que la personne se sent visée. Mais tu peux même harceler quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux,
qui reconnaît lui-même qu'il n'a jamais lu les posts incriminés, mais qui sait que ça existe et qui se considère victime de quelque chose qui existe, mais dont il n'a pas conscience. Alors qu'on sait très bien, quand tu deviens président, homme politique important, etc., les gens qui t'entourent te disent ne va plus sur les réseaux sociaux, ne lis plus les courriers des lecteurs de machin, etc., ça va te faire mal, ça ne sert à rien, tu ne pourras pas changer, tu ne peux pas faire l'unanimité, tu as des gens qui vont te détester, tu as des gens qui vont t'adorer, mais tu ne peux pas voir ça parce que tu vas vouloir te défendre, te battre, etc. Et ton rôle, c'est d'élever, de faire partie de l'élévation du pays. Tu vois, on nous explique à quel point elle est tellement belle, on a tellement de chance, on a un couple merveilleux, etc. Mais tout ce qui fâche, en fait, ça n'a pas le droit d'exister. Donc, tu sais, c'est une pièce dont on n'a jamais le droit de regarder le dos de la pièce. Comme si le dos de la pièce n'existait pas. Non, non, interdit. On ne pose pas de questions. C'est vraiment ce que je te disais au début. C'est-à-dire, on sait en France que Mohamed n'est pas sacré, on a le droit de le blasphémer, on sait qu'Erdogan, on peut le blasphémer, on sait que Trump, on peut dire tout ce qu'on veut sur Trump. Enfin, va te balader sur les réseaux sociaux pour voir tout ce qui est dit sur Trump. On peut vraiment, mais ça c'est autorisé, c'est encouragé, parce que c'est des gens qui ne sont pas appréciés ou appréciables. Mais est-ce que ça veut dire peut-être que, d'une certaine manière, on cache un peu le derrière de l'affaire Brigitte? Est-ce que c'est devenu dangereux d'enquêter sur l'affaire Brigitte aujourd'hui, selon toi? Bah, écoute, si tu poses la question à Xavier Poussard, il n'est pas impatient de mettre les pieds en France. Si tu demandes à Candace Owens si elle a l'intention de venir en France ou en Union européenne dans les prochains mois, je pense qu'elle réfléchira en se rappelant de la mésaventure qui est arrivée à Pavel Durov. Donc, je crois qu'il y a vraiment des sujets qui sont interdits. Alors, on nous a expliqué que non, on pouvait parler de Brigitte Macron, puisque les juges ont fait vraiment essayer de faire la distinction entre un travail de journaliste et un travail de cyberharceleur. Mais on n'a pas compris où était... parce qu'en fait, ce qu'on essayé de dire... en France, il y a quelque chose qui date de 1901, c'est la loi sur la liberté de la presse, et qui donne véritablement un droit étendu aux journalistes, aux médias, etc. Mais ce droit, nous-mêmes, qui sommes sur Internet et qui nous exprimons sur Internet, parfois ça devient un métier, on bénéficie du même droit. C'est le droit qui est lié à la liberté d'expression. C'est pas lié à une carte de presse, c'est pas lié au serment, au pacte de Munich, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais que doivent signer les journalistes, etc. C'est pas lié aux suites de Nuremberg, puisque je te rappelle qu'à Nuremberg, il y a des journalistes qui ont été condamnés pour ne pas avoir dit la vérité, c'est-à-dire pour avoir caché la vérité. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'un jour ou l'autre, il y aura peut-être un autre Nuremberg pour toute cette période, mais la période devient vraiment longue, parce que est-ce qu'elle date de l'année de l'assassinat de Kennedy? Est-ce qu'elle commence avec la Lune? Est-ce qu'elle commence avec le 11 septembre? Ou alors est-ce qu'elle avait commencé bien avant, tu vois, avec beaucoup, beaucoup d'autres choses? Il y a des personnes qui pensent que la décapitation de Louis XVI et de Marie-Antoinette, c'est le début d'un complot contre une certaine manière de voir le monde, ou des lignées, etc. Donc on ne sait pas où revenir. Et moi, je me demande même si tout ça ne date pas des lignées de Noé, si tu veux, donc, voire même du jardin d'Éden. Non mais, parce qu'en réalité, Poutine, quand il dit le bal des vampires, ou quand il dit la guerre du bien contre le mal, en fait, il nous dit ni plus ni moins que ce qu'on observe. Enfin, c'en est devenu délirant. Les Américains vont enlever un chef d'État en exercice en tuant des centaines de personnes, en bombardant, en menaçant de détruire entièrement le pays. C'est-à-dire, c'est un chantage inimaginable. C'est comme tu as un pistolet sur la tempe, ta femme et tes enfants ont un pistolet sur la tempe, et la personne te dit, bah, si tu acceptes qu'on te coupe les mains, on tuera peut-être pas ta femme et tes enfants, et tu finiras tes jours en prison. Bah,
Le mec, il va accepter qu'on lui coupe les mains. Mais en réalité, une fois qu'on lui aura coupé les mains, il pourra plus se défendre. Il pouvait déjà plus. En Mm. fait, toute la famille, tout le monde va être détruit. Donc, s'il accepte pas, il va être tué et sa famille va être tuée. S'il accepte, tu vois, c'est ça qui se passe. C'est la loi du plus fort. On est revenu dans une loi de la jungle, Oui, c'est mais vrai. qui est habillée pour la démocratie, pour la sécurité, pour le confort sur Internet. Il faut enlever les gens qui ne comprennent pas que Internet, c'est un lieu dans lequel il faut plus d'enfants, il faut que des médias certifiés et des gens qui utilisent le vocabulaire adapté, etc., etc. Enfin, Et d'ailleurs, toi, tu as annoncé faire appel, c'est ça? Est-ce que tu ça y crois est, j'ai en une fait appel. échappatoire ou alors ton sort, il est scellé? En fait, je pense, c'est vraiment que après tous les échecs judiciaires qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y avait eu relax complète des gens qui s'étaient amusés avec le site des impôts. Mm. Il y a eu la Cour d'appel qui a relaxé Amandine Roy et Natacha Ray. Donc maintenant c'est au Conseil constitutionnel. Il y a Candace Owens qui n'a pas l'air du tout décidé non seulement à baisser les bras sur le plan judiciaire, mais à laisser tomber son travail d'enquête. Il y a Xavier Poussard qui continue à faire la promotion de son livre, qui continue à considérer et à expliquer dans les médias et à tout le monde que cette affaire est la clé pour faire tomber le gouvernement actuel. Donc lui, il y voit un intérêt politique très important. C'est pas juste un fait divers. Pour lui, c'est un phénomène majeur. Mm. Et donc, il fallait une condamnation. Et ce qu'on a pu observer, c'est que même les personnes qui avaient des griefs qui étaient très faibles, même ceux qui ont dit je reconnais tout, tout le monde a pris de la prison. Et donc en fait, le message qui a été envoyé au monde entier, c'est que en France, qui a quand même encore aujourd'hui dans le monde entier l'image d'être un pays avec une justice importante, indépendante, avec une presse indépendante, avec, 10 personnes ont été condamnées à de la prison. Moi, j'ai des personnes qui me connaissent depuis très très longtemps, qui, en apprenant que j'avais cette condamnation, s'interrogent sur est-ce qu'on le connaît vraiment? Ah ouais. Ben oui, parce qu'en fait, il faut, si tu veux, même moi au début, j'étais tellement soufflé par la condamnation. Tu comprends très vite que c'est ce que le juge va annoncer, puisque dès le début, il dit voilà, tac, 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 donc tu sais. Mais tu vois, ça peut être 15 jours, mais déjà n'importe quelle condamnation, c'était trop. Mais ça pouvait être quelque chose de symbolique, tu vois, 15 jours avec sursis. Mais 6 mois, tu es dans des condamnations très très fortes. C'est énorme, avec une période de probation de 5 ans. C'est-à-dire, le sursis dure 5 ans. Donc en réalité, c'est une forme de prison de la pensée, de prison de la possibilité d'exprimer avec un peu de liberté qui dure 5 ans. Et ça commence avant même la conclusion de l'appel. C'est-à-dire que on est condamné, et même si on gagne en appel, on aura quand même fait la condamnation. Je ne sais pas si tu réalises qu'ils ont poussé le vice jusqu'à nous demander, par exemple, on est privé de nos réseaux sociaux, l'appel n'est pas suspensif, donc on est privé de nos réseaux sociaux, mais si on gagne en appel, personne ne pourra nous rendre les réseaux sociaux. Personne ne va s'excuser de nous en avoir privé. Personne ne va dire à Twitter rebooster leurs algorithmes parce qu'ils ont subi une injustice. Au contraire, c'est-à-dire même si on est innocenté, quand on reviendra, on aura toujours tu vois, le saut de ouais, ils sont innocentés, n'empêche qu'ils ont été condamnés à 6 mois de réseaux sociaux, c'est qu'ils étaient coupables. Alors que non, mais on exécute une peine. Et dans le même temps, tous ceux qui disent que c'est normal, que c'est ci, que c'est ça, sont les mêmes qui vont défiler pour Nicolas Sarkozy, qui lui a fait quelques jours de peine. Hein. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Je dis juste qu'il y a beaucoup de condamnations, mais qu'il semble y ait toujours des échappatoires. Après, c'est des sujets très compliqués. Mais j'ai vécu ce qui s'est passé en Libye.
puisque j'étais dans le domaine du sport, et la Libye, en plus, allait accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2013. Donc, ils allaient montrer que c'était un pays dans lequel les gens étaient heureux. Mais beaucoup de personnes ont oublié ça. C'est-à-dire qu'après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, le grand événement majeur qui était attendu par le monde du football, c'était la CAN. Parce que la Libye était devenue un pays très généreux avec tous les pays d'Afrique. C'était le pays le plus riche par habitant d'Afrique. Et c'était par ailleurs le pays le plus riche avec des centaines de milliards de réserves d'or, etc., etc. Tout ça, ça a disparu. Ce pays est plongé dans l'âge des cavernes et on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur l'accueil extrêmement amical de Kadhafi, qui a montré par son attitude, par la prolongation de son séjour avec une tente dans des jardins juste à côté de l'Élysée, etc., qu'il y avait une proximité très très forte entre lui et Nicolas Sarkozy qui sortait de l'ordinaire. Donc tout ça soulève beaucoup de questions qu'une enquête n'a pu aboutir, parce qu'il y a eu tellement de morts qui sont morts, et de décès dans cette affaire. Donc, on est vraiment dans un jeu de dupes, mais comme on ne peut pas prouver les choses, tu vois, quand tu lis le bouquin de Poussard, quand tu t'intéresses à l'enquête de Lionel Labosse, quand tu regardes les enquêtes de Candace Owen, peut-être que parfois il y a des erreurs, mais tu sens qu'il y a une vraie volonté de bonne foi. C'est-à-dire, ils ne font pas du tout ça comme des gamins. Tu vois, parfois, il y a une vraie méchanceté. C'est ça qu'on appelle le cyberharcèlement. Mais là, il n'y a pas de méchanceté. Il y a juste une situation, et c'était ta première question, c'est pourquoi est-ce qu'ils attendent pour donner les preuves? Pourquoi est-ce que même aux États-Unis, ils disent on apportera la preuve? Mais je suis sûr que la plupart des gens qui nous écoutent et qui ne s'intéressent pas trop à ce dossier n'imaginent pas qu'encore aujourd'hui, il n'y a absolument rien de probant qui existe. C'est-à-dire qu'Emmanuelle Anison, du Nouvel Observateur, elle a fait une enquête, elle a écrit un livre sur le sujet, elle voulait rencontrer le frère, elle n'a jamais pu rencontrer le frère. Il y a une autre enquêtrice qui a voulu enquêter librement à Amiens. D'ailleurs, elle était citée dans l'émission Ligne Rouge de BFM sur ce sujet la veille des audiences du 27 et 28. Eh bien, elle dit, quand j'ai commencé à poser des questions à Amiens, j'ai reçu un coup de fil de Bercy, puisqu'à l'époque, Emmanuel Macron, tu vois, il y a des gens qui s'intéressent à lui, ça a l'air d'être un personnage qui va avoir un avenir. Donc les journalistes, tu vois, on leur commande, vas-y, essaie de dénicher des infos croustillantes, etc. Et qui est sa compagne, qui est sa femme, parce qu'ils savent qu'il est marié à quelqu'un qui est plus âgé, etc. Tu sais, on va avoir la création du conte de fées, qui a été vraiment écorné depuis, puisqu'il s'avérait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses par rapport au narratif. Eh bien, cette personne raconte sur BFM Télé, qui n'est pas franchement une chaîne ennemie du chef de l'État et sa femme, et dit, j'étais face à un mur, c'est-à-dire qu'on m'a interdit d'aller poser des questions sur le terrain. Une journaliste d'investigation qui reçoit un coup de fil en disant, si vous avez des questions, vous venez nous voir, vous n'allez pas sur le terrain, vous n'allez pas perturber les gens. Et c'était genre, si vous ne voulez pas vous trouver avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, on sent dans sa voix qu'il y a ça. Mais alors que c'est quelqu'un qui est hyper fidèle, qui a juste envie de dire c'est un couple génial et les questions qui peuvent être posées n'ont aucun sens. En 2017, tu as Arnaud de Samer chez Michel Drucker qui fait un sketch, on parle de 2017. Donc on se demande qui harcèle qui ou cyberharcèle depuis quand? En quoi des tweets de septembre 2024 peuvent mettre quelqu'un en garde à vue 35 heures, quasiment comme un terroriste, à dormir à deux dans une cellule de 5 mètres ou 6 mètres carrés, avec un géant qui ne parle pas ta langue et qui a été recherché par des gens avec des mitraillettes, etc. Enfin, c'est incroyable. Enfin, en attendant, je reparle de mon bouquin. Merde, il est à l'envers. Et ça marche dans tous les sens. Parce que c'est ça aussi, c'est un livre qu'on peut ouvrir au début, à la fin, au milieu, commencer à y prendre goût
et puis après, on redémarre au tout début. Et C'est Ketra, ça, tu l'auras dans quelques jours, donc voilà. j'espère. Mais Alors, justement, comment tu analyses le traitement médiatique de cette affaire en France? Parce que la presse internationale en parle, il y a des médias indiens, des médias chinois, la télé russe récemment, j'ai fait une vidéo qui a cartonné là-dessus, aux États-Unis. Et en France, j'ai l'impression que c'est là où on en parle le moins, alors que ça concerne quand même la première dame. Alors, on en a beaucoup parlé pour détruire l'envie d'y aller. C'est-à-dire que tu as eu une Oui, violence sur TF1, sur CNews, sur machin, en disant tout le monde a été condamné à de la prison, essayez, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, en France, on en parle, mais pas par rapport à l'information, puisqu'on considère qu'il faut exclure le traitement de cette information, mais le scandale qu'elle provoque et la nature des personnes qui osent être liées de près ou de loin à une entreprise mondiale de cyberharcèlement qui inclut la Russie, le machin, etc. Puisque je te rappelle quand même que le président brésilien en personne, pas Lula, mais le oui, précédent, Bolsonaro, s'était exprimé avec une énorme violence sur le sujet et que ça avait créé une crise diplomatique entre la France et le Brésil. Et donc, je vais te raconter 3 anecdotes. J'ai été interviewé pendant plusieurs semaines par la BBC, mais ok. BBC. Donc j'ai une journaliste qui m'a interviewé et le podcast est en ligne, en tout cas pour l'instant. Et vraiment, elle s'est passionnée pour comprendre qu'en fait, c'était pas une affaire de cyberharcèlement, mais que c'était vraiment une affaire de privation de la liberté de parole. Bien. Et même un journaliste qui est, et là, on avait vraiment une journaliste jeune, tu vois, critique, qui prenait le temps de comprendre, etc. Donc elle comprend ça, et dans son podcast, elle dit, euh, elle reprend l'idée que c'est une bombe atomique jetée en France sur la liberté de penser et d'informer. Et c'est ce que je pense. Et donc elle le dit. Évidemment, elle a son correspondant à Paris qui dit cyberharcèlement, des gens proches de l'extrême droite, peu éduqués, peu machin, qui ont participé. Tu vois, ils ont repris le narratif officiel. Voilà. J'ai parlé, mais elle a fait quand même son podcast et elle a pris les deux côtés et elle n'a pas pris que ce qui l'intéressait. Elle n'a pas fait comme quotidien en Mmh. disant c'est des salauds, c'est tout ce que. Et ils n'ont pas voulu parler parce qu'en fait ils sont tellement nuls qu'ils ne savent pas parler alors qu'ils m'ont interrogé pendant 10 minutes et que en fait c'est monstrueux. Mais tu ne peux rien faire contre eux. C'est-à-dire, je pourrais m'engager dans Mmh. une bataille contre eux. Ils diraient bah non mais on est désolé, le truc s'est effacé, puis malheureusement l'info a pas circulé entre nous. La bonne foi, tu vois, bah non il n'y a pas de bonne foi parce que la personne qui m'interroge pendant 10 minutes le lendemain elle peut pas avoir oublié, mais la bonne foi. Mais j'ai ensuite eu des médias américains et les personnes comprennent des médias écrits, des médias parce que ça les passionnait. Et moi j'étais vraiment dans les faits. Eh bien, invariablement, quand c'est arrivé devant leur rédaction, ils ont décidé que le sujet sous cet angle ne les intéressait pas. C'est-à-dire interroger quelqu'un qui a été accusé et qui essaie d'expliquer, comme, comme j'explique aux gens qui nous écoutent, les choses peut-être différemment de ce qu'on leur a dit, eh bien, ils ne veulent pas que leurs lecteurs entendent ça. En fait, ces médias-là, et ils étaient plutôt. Bon, alors, BBC n'est pas un média connu pour être de droite ou machin, Oui. tu vois. Mais il y avait des médias qui me posaient des questions qui étaient des médias plutôt susceptibles d'être proches de Trump et d'autres proches. Mais moi, je répondais aux gens qui me posaient les questions, tu vois. Je n'avais pas. Jusqu'à à la conclusion de l'enquête et au verdict, ben, je ne voulais pas parler, mais une fois que le verdict est tombé, tu es en présence de faits. 10 personnes condamnées à la prison. C'est un fait majeur, tu vois, pour une affaire dont on a vraiment tous les éléments. Donc on peut s'exprimer, puisque là, on n'est pas dans la présupposition de ce que dira le tribunal, hein, qui est un jeu qui ne m'intéresse pas. Eh bien, ils n'ont pas publié. Et je vais te dire, c'est très inquiétant, parce que les personnes ne veulent pas que leur public s'interroge
sur des choses qui sont censées faire l'unanimité. Quand Notre-Dame avait brûlé, j'ai un copain qui me dit, tiens, tu devrais, il y a telle personne aux États-Unis qui cherche à interviewer quelqu'un dans le monde de l'art par rapport à l'incendie de Notre-Dame. Et il se trouve que moi, j'avais vécu en direct parce que j'avais un dîner, la galerie était juste à côté, donc vraiment, j'avais vécu le truc en direct. Et la personne américaine qui était liée aux médias en question était au dîner en question. Et moi, tout de suite, je dis, je connais un peu ça, compte tenu de ma carrière. J'étais à la direction générale du Stade de France, je m'occupais des stades pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud, etc. etc. Et dans ces cas-là, tu sais, on rencontre les gens qui s'occupent de la sécurité partout, on a des réunions avec les pompiers. Le risque incendie, le risque structure, le risque fuite d'eau, le risque intrusion, enfin, tu vois, tous ces lieux extrêmement symboliques et stratégiques ont les normes les plus élevées pour être protégés contre les risques. Et là, à ce moment-là, je n'avais pas encore entendu l'architecte Mouton dire c'est pas possible. Mais je me doutais que c'était pas possible. J'avais visité le toit, les charpentes. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de carton de papier, tu vois. C'est pas comme un vieux château où tu as plein d'archives et tu imagines que ça peut prendre peu. Et le papier, le petit bois, les malles en osier vont brûler et puis ça va petit à petit, ça va faire prendre les bûches. Là, on est dans un lieu où les bûches, elles ont 800 ans. Il n'y a pas de petit bois. Il n'y a pas d'installation électrique qui risque un court-circuit. Il n'y a rien. Donc, on nous a expliqué un mégot de cigarette, mais moi, j'ai été scout. Un mégot de cigarette, voilà. Mais tout de suite, j'ai dit à la personne, moi, j'ai mis des doutes. Je pense que c'est un attentat criminel, terroriste, peut-être un false flag, que la date est très particulière. Et ben, elle n'a pas voulu faire l'interview. En fait, il fallait croire que c'était qu'il fallait attendre d'avoir le discours officiel avant d'oser exprimer des doutes, qu'il fallait pas mettre dans la tête des gens un doute si tôt. Tu sais, c'est un peu comme le 7 octobre. Dès le 7 octobre, tu peux émettre des doutes sur cet événement parce que c'est disproportionné par rapport à la sécurité en Israël, etc. et l'absence de réaction pendant des heures. Mais c'était interdit. Tu vois, je te parlais quand on était en aparté du 11 septembre et les passeports, dès qu'on trouve les passeports, soi-disant dans les décombres, tu peux émettre des doutes parce qu'il y a quelque chose d'incongru. Mais tu n'as pas le droit d'émettre des doutes parce qu'il y a le deuil, il y a le recueillement, il y a le temps de l'analyse. Mais pour Notre-Dame, pour revenir à ça, tu sais que quand tu as un accident aussi grave que l'incendie de Notre-Dame de Paris, par chance, il n'y a aucune victime. Eh bien, si tu n'as pas de coupable désigné, en langage d'assurance, c'est un acte de Dieu. C'est-à-dire qu'en France, on a osé dire que l'incendie de Notre-Dame était un acte de Dieu. On a consenti qu'il n'y avait pas de coupable. Je ne sais pas si tu imagines. C'est dingue. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de responsable et il n'y a pas de coupable. Et dans quel pays c'est possible? Ben si, en Israël, 7 octobre, c'est le Hamas seul et il n'y aura pas d'enquête. Le Parlement de la Knesset a voté récemment qui refusait de faire une enquête sur le sujet. Donc il y a des journalistes qui font des enquêtes, il y a des gens qui se posent des questions, mais où tu ne veux pas comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, dans un pays où le chef des services de renseignement a dû démissionner parce qu'il était incriminé, où le chef de l'armée a dû démissionner parce qu'il était incriminé, où le chef et ministre de la Défense d'Égypte a dit mais moi ça faisait des semaines que je les prévenais qu'il y avait un truc qui se préparait et il ne voulait pas m'écouter. Et le type avait les bandes sonores, qu'il avait même parlé avec Netanyahou pour lui dire mais que font vos équipes, vous foutez du monde. Que plein d'agents ont dit ils avaient prévenu et que le dossier, qui est un dossier qui avait été préparé par le Mossad ou je ne sais pas quoi, qui s'appelle le dossier Jéricho et qui tournait depuis longtemps dans les services, correspond mot pour mot à ce qui s'est passé, y compris le nom Tempête d'Al-Aqsa et Épée de fer. Enfin, tout ça, c'était même... Enfin, tu dis, mais de qui on se moque? Mais en fait, ils s'en foutent. Parce que les gens sont tellement idiots. Et c'est pour répondre vraiment à ta question, que quand un sujet devient corrosif, que t'intéresser à un sujet devient potentiellement dangereux pour toi,
eh ben t'esquives. Et tu sais, on a parlé un peu avant de commencer l'émission de ces médias que moi parfois j'appelle vraiment faussement dissidents. Mais Mmh. bon, on m'a accusé de ça aussi, hein. On m'a dit que j'étais un infiltré, que j'étais un machin, etc. Donc on peut se tromper. Tu vois, il y a des gens vraiment de bonne foi qui ont été manipulés par des gens de mauvaise foi à croire ça de moi. Mais les gens de mauvaise foi étaient très astucieux pour, tu vois, sur le long terme, faire passer ce message. Eh bien, euh, euh, on, on peut s'interroger quand même sur le fait que ce soit cette attaque à la liberté de penser, que ce soit les sujets comme le 7 octobre, etc., il n'y a aucun moment où euh, les personnes sortent du narratif autorisé. Je me rappelle, c'est « Ah non, non, pour l'instant, on ne parle pas de ça. Attendons de voir. » J'avais des personnes que je considérais comme des amis à l'époque, dans les médias, des gens connus, respectés, etc., qui avaient exactement la même analyse que moi, on partageait, mais qui disaient, attends, moi j'aime bien aller dans les dîners en ville, j'aime bien être pote avec un tel, être invité sur le plateau d'un tel, etc. Si je me mets à parler de ça, je mets une croix sur tout ça, t'inquiète pas, dans 15 jours ou 3 semaines, ce sera fini comme à chaque fois. Donc c'est dur, mais à quoi ça sert de se griller? J'ai pas d'importance, j'ai pas d'influence, et de toute façon, le truc est bientôt fini. Parce que les gens ont été persuadés en octobre que fin novembre, tout ça serait fini, tu vois, que ça s'arrêterait. Et les gens qui disaient non, non, cette fois, ça va pas s'arrêter. Parce qu'ils sont allés tellement loin dans ce qui s'est passé le 7 octobre que ça leur donne une carte blanche qu'ils ne vont certainement pas ne pas exploiter au maximum. Et on voit en ce moment en France est remis sur la table les lois sur l'antisionisme qui interdiront de se poser les questions qu'on se pose maintenant, qui interdiront de questionner la politique d'Israël. Donc on voyait que Charlie, ça marche pour tout, sauf des icônes sacrées au-dessus du prophète ou de Jésus-Christ ou même de Dieu. Donc il y a au-dessus, ça existe. En tout cas, en France, ça existe. D'ailleurs, je répète, Emmanuel Macron a dit lui-même à la télé que de tout ce qui s'était passé dans le monde depuis qu'il était président, le pire, c'était ça. T'imagines, il y a des millions de morts en Ukraine, il y a des centaines de milliers de morts à Gaza, il y a des régions à feu, à sang, etc. Il y a la famine, il y a plein de problèmes, il y a l'endettement. J'ai des gens que je connais qui travaillent à l'APEC et qui disent les annonces de chômage sur 2026 vont être une catastrophe. Catastrophe. Les boîtes, elles virent des cadres, mais à un rythme effréné. Elles n'en ont plus besoin. C'est-à-dire que dans un service comptable, dans un service contrôle de gestion, maintenant, tout est fait par l'intelligence artificielle. Tu n'as plus besoin. Les personnes sont dans des placards. Ils sont là. Tu as des gens, vraiment, j'en connais, hein, mais même qui sont dans des grosses administrations, etc. T'en as, ça fait 3 ans qu'on leur a rien demandé de faire de sérieux, tu vois, qui nécessite un employé. Parce que certaines boîtes espèrent que les gens vont partir d'eux-mêmes. Ouais. Et à un moment, ça va s'accélérer. Je connais quelqu'un qui est à l'agence France Presse. Ils n'ont plus besoin quasiment de personne. Ben oui, pour faire des dépêches, franchement, l'intelligence artificielle le fera mieux, plus précisément. En 5 minutes, ouais. Et tu auras éventuellement une intelligence artificielle dont le rôle sera de relire ou de vérifier qu'il n'y a pas d'oubli. Tu sais, tu peux créer des... Et tout ça se passe automatiquement. Puis après, tu as quelqu'un, le patron de la rédaction, qui fait ce qu'il a toujours fait, c'est OK, ça c'est prioritaire, ça va vers les clients Maghreb, ça va vers les clients qui veulent les informations monde, etc. On en est là. C'est-à-dire la médecine diagnostique. Tu sais, partout dans les petits villages de France, maintenant, tu as des bornes téléphoniques. Donc pour l'instant, tu parles à quelqu'un. Mais dans 1 ou 2 ans, tu parleras à une machine. En fait, il pourrait le faire maintenant, mais on n'a pas été assez préparé. Et la préparation, c'est quoi? C'est qu'en fait,
assez vite, les gens trouvent que leurs interlocuteurs au téléphone sont pas top, ils sont pas très disponibles, ils mettent du temps à répondre. Parfois, tu vois, il y a une file d'attente longue, mais avec l'intelligence artificielle, elle pourra traiter 1000 personnes en même temps. Et la probabilité qu'elle se trompe sera très faible. Et par ailleurs, si c'est un mec qui a été identifié comme ayant les femmes un peu bimbo, ben, la personne qui lui répondra au téléphone sera une femme bimbo. Quelqu'un de classique, il aura un vieux monsieur tournesol. Mais tu crois que c'est une personne. Ouais. Tu ne pourras pas croire que c'est quelqu'un d'autre. Tu vois des trucs en Chine, en Corée, même dans d'autres endroits, où les types font fortune sur OnlyFans alors que c'est des mecs. En fait, ils créent leur avatar, mais qui est extraordinairement bien fait. Oui. Et en fait, l'intelligence artificielle superpose à leurs mains, à leur corps, l'avatar, donc qui correspond à des stéréotypes. Et comme cet avatar, même s'il n'a pas l'air réel, maintenant les gens très maquillés, avec beaucoup de chirurgie esthétique, ils n'ont pas l'air réels non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu croises des gens où tu vois leur image, ils n'ont pas l'air réels. Récemment, au journal de TF1, je ne sais plus qui c'était, mais tu as quelqu'un qui avait les yeux qui partaient dans tous les sens. Et tu vois, c'est des personnes qui n'ont plus l'air réel. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, oui. Quand tu veux tricher sur ton âge, quand tu veux tricher sur ton, même sur ton genre, il y a des gens qui ne veulent pas dire qui ils sont. Ça arrive, mais il y en a qui n'ont aucun problème pour l'affirmer. Moi, j'ai vécu avec des gens qui étaient de la communauté gay, mon cousin Didier Lestrade et ses frères, etc. Et les travestis, c'était des personnes qui se sentaient femmes, mais qui voulaient garder leur corps d'homme quand ils n'étaient pas déguisés en travesti, parce que pour faire l'amour, ils étaient hyper contents d'avoir gardé leurs obs, leur zizi ou leur sexe, ou appelle ça comme tu veux. Parce qu'ils savent que si on leur enlève, peut-être qu'ils auront l'air un peu plus femmes, tu vois, il n'y aura pas de... Mais ils n'auront plus de plaisir. Parce que même un homme qui se voit femme, le plaisir vient de son sexe d'homme. Tu vois ce que je veux dire? Et il faut comprendre ça. Et donc, quand on explique aux gens que c'est à 8, 10 ou 12 ans, alors qu'ils n'ont jamais connu l'amour, ils n'ont jamais connu l'amour, quel que soit le sexe de leur partenaire. Et on leur met dans la tête qu'ils doivent changer de corps. Mais c'est abominable. Mais personne n'a le droit d'avoir ce débat-là. Parce que on ne peut pas se mettre à leur place, on ne peut pas comprendre. C'est méchant d'imaginer qu'ils pourraient faire fausse route. Mais depuis quand l'autorité parentale, elle ne permet pas à un père ou une mère de dire « Bon, écoute, attends d'avoir 18 ans, tu vois, tu vas avoir plein d'occasions de te poser des questions. » Qui ne se pose pas des questions à 8, 10, 12 ans sur son corps, sur son look, sur son intelligence, sur son charisme, sa sociabilité? Enfin, c'est difficile de se construire en tant qu'être humain. Tu vois, nos parents nous aident, notre famille, nos amis, nos ennemis, tout ça nous aide, l'environnement, là où on vit, etc. Mais on n'a pas de chemin facile. Tu vois, il y a des gens qui rêvent d'être hôtesse de l'air ou pompiers et puis qui finalement deviennent comptables. Il y en a d'autres qui voulaient être militaires et qui deviennent pasteurs. Enfin, tu vois, on se trompe. Mais pourtant, les personnes te disent « Ah non, non, mais moi, c'est clair, je veux être ça. » Et à la limite, si on avait pu faire une transmutation dans leur corps du métier en question, tu vois, si le métier nécessitait une conversion de ton corps, eh ben, tu vois ce que je veux dire? Ils s'ignoraient. Et pourtant, c'est pas ce qu'ils vont faire, c'est pas ce qu'ils vont être. Mais bizarrement, tout ce qui est du bon sens n'a plus le droit de citer. Parce que c'est pas compatissant. Tu ne comprends pas. Et on réussit à nous expliquer que l'IVG, bah, c'est un problème de compassion et de contraception, que l'euthanasie, c'est que enfin, on connaît tous des cas extrêmes où on a entendu parler, mais on ne crée pas des lois pour les exceptions. Les exceptions, justement, sont faites pour créer des exceptions.
Mais tu ne crées pas des lois pour les exceptions. Parce que dès que tu commences à créer des lois pour des exceptions, ou des lois pour des minorités, tu déséquilibres tout. Tu dis, on n'est pas tous pareils devant la loi. Parce qu'une fois que tu as créé cette loi, même quelqu'un qui n'a pas les critères de la loi en question va pouvoir obtenir, tu sais, c'est comme pour les naissances assistées. On est déjà dans la GPA, les stars de cinéma, pourtant tout le monde avait dit que ça ne serait pas permis. Et Ouais. non seulement c'est permis, mais c'est autorisé, et les gens peuvent le dire fièrement. Donc on voit que toutes ces choses-là sont des portes ouvertes, ça permet de revenir à la loi Schiappa, qui est une arme, une bombe atomique pour terrifier tout le monde. On est au début de la chute des radiations. On s'amusait Ouais. à citer les gens qui parlaient le plus de l'affaire et le plus vulgairement et le plus vraiment de façon débridée. Ouais. Et aujourd'hui, ils se sont fait une sainteté. Parce que le message a été reçu. Alors ça, c'est pas une mauvaise chose. Parce que personne n'a envie que les gens soient vulgaires, etc. Ça nuit à tout le monde. Tu vois, la bêtise, la vulgarité, etc. Mais en même temps, dans le pays de Charlie, moi, je juge pas les gens qui sont comme ça. C'est pas des gens dont j'ai envie d'être proche. Mais à partir du moment où des dessinateurs ont le droit en couverture d'un journal qui est en 4x3 partout de blasphémer la religion de quelqu'un d'autre, bah, moi je me dis, ok, c'est nul. Hein. Tu vois, il y a il y a eu des dessins sur Crans Montana qui sont parus, Cran Montana il y a quelques jours, Ouais. tu sais, sur les brûlés font du ski. Bah, tu vois, c'est. Ouais. Mais voilà, moi je juge pas. Je dis, on m'a dit qu'il y avait la liberté. Mais je comprends qu'en fait, il n'y a pas la liberté. Que tu peux, quand tu appartiens à un camp, quand tu es fact-checker, tu peux faire des sites où tu détruis la réputation de quelqu'un. Tu sais, tu fais des listings et mois après mois, tu détruis avec des budgets de l'État, avec des Ouais. financements de l'État. Et eux, ils ont le droit. Mais quelqu'un voudrait les dénoncer avec des moyens beaucoup plus faibles, sans aide de l'État, sans ONG partenaires qui sont capables de mettre en branle les avocats gratuitement, etc. etc. Parce que c'est tout ça aussi qui est compliqué. C'est comment tu organises ta défense, comment tu organises la solidarité, comment les médias font un contre-discours. C'est-à-dire, là, je parle, donc peut-être il y aura 10 000, 15 000, plus de personnes qui vont entendre entièrement ce qu'on a dit. Peut-être il y en aura moins, peut-être il y en aura plus, j'en sais rien. Mais ça va participer d'un contre-discours. C'est-à-dire que les gens n'ont entendu qu'un son de cloche, et là, ils vont se dire « Merde, j'avais pas compris que c'était aussi grave ». Tu vois ce que je veux dire ? Mm. Mais il y aura toujours des millions de personnes que rien ne va atteindre pour leur expliquer ça. Parce qu'ils vont pas lire mon livre, ils vont pas lire le livre de La Bosse, ils vont pas lire d'autres livres, tu vois, sur différents sujets. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des sujets autorisés. C'est-à-dire des livres sur l'Ukraine, tu en as des dizaines. Des livres sur le Covid, tu en as des centaines. Des livres sur ceci ou cela. Mais des livres qui sont des modes d'emploi pour essayer de comprendre le monde, pour connecter des sujets autorisés et des sujets interdits. Et que t'en as peu. En fait, les librairies en veulent pas. Surtout quand l'auteur du livre est estampillé cyberharceleur. Et justement, est-ce qu'il y a des éléments par rapport à l'affaire Brigitte que tu n'as jamais pu exposer publiquement? Tu t'es retenu de les exposer? Non, parce que en réalité, si tu veux, la totalité de ce qui concerne cette affaire Ouais. a été, je pense, exposée par Natacha Ray, puis par Xavier Poussard, puis d'une façon très américaine, donc très efficace, par Candace Owens. Moi, cette affaire ne m'intéresse pas à proprement dit. C'est pas une affaire qui était au centre de mon travail d'analyse. C'est quelque chose qui est à la marge. Parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est le binôme qui est à la tête de l'Élysée. C'est comment ce couple, ce binôme, règne avec un tel pouvoir. C'est-à-dire que j'ai des personnes que je croise, tu vois, Yves Pozzo di Borgo, par exemple, l'ancien sénateur,
on se voit régulièrement. Et même lui, tu vois, pendant très longtemps, parce qu'il avait croisé Emmanuel Macron, parce que avait un avis qui correspondait à l'avis général dans la résistance, c'est-à-dire ce mec est nul, il est insignifiant, il va bientôt sauter, c'est pas lui qui dirige, c'est Alexis Colère, c'est Brigitte, c'est machin, etc. Et on nous dit ça depuis 2017. C'est-à-dire, mais depuis Alexis Colère est plus là, alors les gens qui disaient c'est Alexis Colère le patron, genre Aberkan, ils disent plus rien. Puis comme ils font confiance au fait que leurs auditeurs sont incapables de retenir, bah c'est déjà oublié si tu veux. À la limite, ils vont croire que c'est toi ou moi qui avons dit ça alors qu'on s'est jamais exprimé sur la question. Tu vois, parce qu'il faut bien que quelqu'un leur ait mis une connerie dans la tête. Et a priori, s'ils ont une connerie dans la tête, ça peut venir que de ceux qui sont invités nulle part ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, mais petit à petit, si tu veux, les gens réalisent toutes les lois qui ont été mises en place. La manière avec laquelle les corps organisés, donc le conseil de l'ordre médical, les avocats, tout ça s'est mis au diapason de la politique Covid, vaccin, mot d'ordre vertical, suspension de ceux qui sortent du mot d'ordre, la science, les architectes n'ont plus le droit de parler de telles choses. Les policiers se sont équipés avec du matériel militaire capable d'envoyer des 1000 balles par minute, ou 500 balles, ou je sais pas, enfin, t'imagines une manifestation, combien de personnes tu peux faucher? Qui veut mettre des mitraillettes comme ça pour attaquer son peuple? Enfin, dans quel pays tu veux équiper les véhicules de police qui sont capables de tirer 1000 balles vers ton peuple en peut-être c'est une minute, hein, je dis, ou 2 minutes, j'en sais rien. Enfin, c'est très court. C'est énorme, énorme. Ça veut dire en plus que c'est des matériaux hyper chers parce que le réchauffement, le machin, etc. Et donc, on est vraiment dans un système où le fait de penser, de réfléchir en dehors du chemin autorisé, et c'est toute mon idée, tu vois, d'avoir commencé à marcher, tu vois, je poursuis très bientôt mon pèlerinage, qui n'est pas un pèlerinage vers une destination, parce que la seule destination d'un pèlerinage, c'est en nous. Il faut relire les livres sur le sujet. Parce que parfois les gens disent, mais ça fait 2 ans qu'il marche, mais il n'est toujours pas arrivé à Compostelle. Mais je ne veux pas arriver à Compostelle. Ça ne présente aucun intérêt. Moi, ce qui est intéressant, c'est déjà physiquement, tu vois, de continuer à entretenir mon corps, tu vois, monter des côtes difficiles avec un sac à dos, dormir dans des conditions, rencontrer des personnes, aller dans des églises, en fait, tout ce que tu vis quand tu mangeais les fruits aux arbres, tu vois, ramasser des châtaignes, etc. Ben, tu te dis, les personnes sont pauvres, ils vont acheter des châtaignes à 4 ou 5 euros le kilo dans leur marché, alors qu'à 5 km de chez eux, dans la montagne, tu en as des tonnes par terre. Non, mais tu vois, tout ça, ça n'arrivait pas. Parce qu'en fait, les châtaignes que tu ramasses, bah, tu vas te piquer dessus. Elles ont l'air moins jolies que celles qui sont OGM au marché. Tu vois, elles sont un peu plus petites, un peu moins grosses, dodues. Et puis surtout, on te fait croire qu'il y a peut-être des insectes qui les ont touchées, il y a peut-être quelqu'un qui a pissé dessus, etc. Donc les gens se méfient de tout, ils ont peur. Et alors qu'en plus, ils vont les bouillir. Donc même si c'était vrai, le fait de bouillir, si tu veux, mais en fait, il n'y a plus de bon sens, en fait. C'est radical. Et donc, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors d'abord, comme il n'y avait pas Poussard, peut-être j'avais ce profil un peu, tu vois, institutionnel. Il fallait... parce qu'il n'a pas été dans le procès. Tu sais, la plainte de Brigitte Macron, c'était Aurélien, Xavier Poussard et d'autres. Et il n'y avait même pas Amandine Roy, tu vois. En fait, ils l'ont gardé parce qu'ils ne pouvaient pas déconnecter ce procès de l'autre affaire. Mais ils n'ont pas mis Amandine Roy et Natacha Ray. Peut-être que l'avocat de Natacha Ray les embêtait, tu vois, d'Angléan, parce qu'il est très particulier, en fait. Il est au four, au moulin, etc. Donc, tu peux te poser toutes ces questions. Parce que il faut imaginer que les gens n'ont pas porté plainte au hasard. Rien n'a été fait au hasard. Ni le timing,
ni le ciblage, ni la manière avec laquelle le casting s'est formé. C'est-à-dire que les personnes qui pensent que tout ça est le hasard, l'orthographe des noms. C'est-à-dire que Aurélien et moi, on était les 2 derniers à parler. C'est-à-dire que c'était comme le couronnement. Mais on n'a pas parlé le premier jour, on a parlé le matin, quand il n'y avait aucun dissident et que les grands médias. Parce que les dissidents étaient partis avant la fin la veille, parce que ça finissait très très tard. Et ils pensaient qu'on reprenait l'après-midi, c'était ce qui était prévu. Et on a repris le matin. Et il y en a qui sont arrivés à l'heure prévue à 1h30, sauf qu'à 1h30, résultat, personne n'a dit ce qu'Aurélien et moi on avait dit. Les seuls qui ont repris ce qu'on avait dit, c'est les médias qui disaient l'inverse de ce qu'on avait dit. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il n'y a jamais eu de contre-narratif. Il n'y a jamais eu personne pour dire c'est pas ce qui s'est passé. Et les grands médias, quand leur public leur disait mais pourquoi vous n'y êtes pas allés ? Ah ben non, mais tu comprends, j'avais une interview à Bruxelles, toute l'équipe était là-bas, et puis ils étaient à un truc de Dieudonné, et puis... Non, mais moi j'aime beaucoup tout ça, tu vois, je trouve ça très intéressant. Mais un procès qui est vraiment une attaque frontale contre la liberté de penser et de s'exprimer dans ton propre pays, quand tu es un média, il n'y a rien de plus prioritaire. C'est clair. En fait, moi je suis très sensible au malheur des agriculteurs, etc., etc., sauf qu'ils font des manifestations tous les ans en janvier. Et tous les ans, ça se passe de la même manière. Ok, cette année, ça va peut-être être différent, mais ça n'a pas l'air, parce que c'est le même rythme, la même date, la même méthode, la même... Alors peut-être ils se préparent mieux, moins bien, etc. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais les gens ont oublié que tous les hivers, en janvier, ils ont eu « amuse-toi à regarder, tu vas voir, c'est chaque hiver ». Mais on oublie. Et les médecins font à telle époque, et les machins à telle époque, et les taxis à telle époque. C'est tout le temps au même moment. Mais une attaque aussi centrale, si tu veux, le premier amendement de la Constitution américaine, il est simple, article numéro 1, liberté d'expression totale. Alors évidemment, ça a été attaqué petit à petit, ils ont supprimé plein de choses. Mais pourquoi ils avaient dit ça Je vais y arriver. Ils avaient dit parce que être humain, c'est cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Donc si je n'ai pas le droit d'exprimer ma pensée, je n'ai plus le droit d'être. Et si je n'ai plus le droit d'être, je suis plus un humain, je suis autre chose, un caillou, autre chose, puisque l'expression de la pensée, c'est vraiment quelque chose qui est différent chez les humains par rapport à tout ce qui est vivant sur Terre. Évidemment, on sait que les animaux s'expriment, on découvre de plus en plus que les plantes s'expriment, on découvre que même dans la matière, il y a des informations qui sont stockées ou qui peuvent être stockées. D'ailleurs, l'informatique, c'est stocké dans de la matière, des choses. Hein. Donc c'est possible, puisque un hiéroglyphe, c'est de la matière qui stocke une information. Elle était gravée par quelqu'un, mais elle nous renvoie une information. Eh bien, le deuxième amendement de la Constitution américaine, qui est très peu connu, qui est attaqué mais séparément, c'est le droit de porter une arme pour pouvoir renverser un tyran qui voudrait toucher au premier amendement. C'est ça que dit le deuxième amendement de la Constitution. Il ne dit pas les Américains ont le droit d'avoir des armes pour tuer, pour... Non, non, non. Ils disent que si la violence légitime du pouvoir était un jour utilisée contre le peuple pour attaquer le premier amendement, il faudrait que le peuple puisse avoir des armes pour retourner le tyran, pour virer le tyran. C'est-à-dire qu'à cette époque, ils savent qu'un peuple sans armes ne pourra pas se défendre si on veut lui retirer sa liberté de s'exprimer. Eh bien, nous, en France, tous les médias, ils n'ont interrogé aucune des personnes. Ils n'étaient pas là pour interroger les petits comptes, les grands comptes, les machins, etc. Alors, tu as en boucle les avocats qui passent, mais qui s'occupent de 50 000 sujets. C'est très intéressant, mais tu vois, leur focus, c'est surtout de briller pour trouver des nouveaux clients, etc. Tu vois, tu n'as pas cette forme d'altruiste. Alors, Branco, il a une ambition politique. Donc, quand quelqu'un a une ambition qui n'est pas celle d'informer, mais qui est celle de prendre le pouvoir, même s'il dit
qu'en fait, il veut le prendre par solidarité, entre guillemets. Il se sent appelé à le prendre. Et je veux pas être méchant, mais moi, je sens pas d'appel dans le peuple, si tu veux. Parfois, tu as des personnes qui deviennent importantes. Alors, tu as eu des tentatives de faire croire que Philippe de Villiers, il y avait un appel du peuple. Tu vois, tu as des tentatives comme ça mais on voit bien que c'est pas, tu vois, c'est pas la vérité. Parce que, en fait, les seuls appels qui peuvent être perçus par un peuple, c'est celui qui vient des médias. C'est-à-dire, les gens, même s'ils ne regardent pas la télé, ils ont l'écume de ce qui passe à la télé, au bar, au boulot, etc. Mais ils n'ont jamais l'écume de ce que Kentra dit ou Bertrand Scholler dit. Ça n'arrive à eux que ah putain, mais heureusement qu'on n'écoute pas ce con, ou heureusement, t'as vu, il a pris 6 mois de prison, a bien fait pour sa gueule, qu'est-ce qu'il a pu dire comme horreur? Mais personne, tu vois, des grands médias dissidents ont repris les dépêches AFP pour expliquer pourquoi on était condamné. C'est-à-dire, moi, j'étais censé avoir fait un montage de Brigitte Macron. Je n'ai fait aucun montage de Brigitte Macron, mais ça a été répété par Poulain, par Toxin, par machin. Il y a des médias comme Radio Courtoisie où ils ont invité des gens qui nous critiquaient. On a Yvan Rioufol qui a dit c'est bien fait pour leur gueule. Il était temps. Mais oui, mais c'est ça ce qui s'est passé. Les chaînes comme CNews et autres, tout le monde a été totalement solidaire. Parce qu'en fait, c'est là où tu vois, tu sais, parfois, moi je dis, les gens, je ne comprends pas comment ils sont aussi fans, par exemple, du RN ou aussi fans de Zemmour ou machin. Je leur dis, sur le vaccin, ils sont d'accord. Sur les retraites, ils sont d'accord. Sur l'Ukraine, ils sont d'accord. Il n'y a pas un sujet important à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'humain, sur lequel ils ne sont pas d'accord. Alors symboliquement, ils font semblant de ne pas être d'accord sur l'IVG ou l'euthanasie. Mais c'est un peu comme au Conseil de sécurité de l'ONU, quand l'Amérique dit qu'elle veut utiliser son droit de veto, les autres pays l'appellent en disant « je vais voter pour, mais bon, j'aurais voté contre si tu votais pas, mais ça nous permettra de ratisser plus large, parce que sinon les pays arabes vont se méfier de moi quand je leur dis que je veux faire la paix. » Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir une stratégie d'un vote qui te rend sympathique, alors qu'en fait, tu sais que ton vote est inutile parce qu'il y a quelqu'un ou il y a une grosse majorité qui va voter contre. Et donc, on est dans un jeu de dupes. En fait, ils ont leur poste. La politique, c'est un métier. Comme les médias dissidents, c'est devenu un métier. Et les gens te le disent. Moi, j'ai des dizaines d'SMS. À une époque, j'étais très invité. Et puis, à un moment, je ne suis plus du tout invité. Parce que j'ai fait l'analyse du portrait de Macron. Parce que. Mais vraiment, du jour au lendemain. Et donc, il y en a qui ne me parlent plus du tout. Je ne sais pas pourquoi. Et il y en a qui continuent à me répondre, mais invariablement, non, mais c'est pas un bon sujet, c'est pas dans l'actualité, c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre. Et puis à un moment, ils me répondent même plus. Puis après, tu te dis, mais qu'est-ce que j'étais con. Si j'ai quelque chose à dire, j'assume, je le dis. Si personne veut m'écouter, ben voilà, j'aurai 10 interlocuteurs. Puis si les gens veulent m'écouter, ben je vais avoir une chaîne, je vais avoir une newsletter, je vais écrire un bouquin, je vais avoir un compte X. Et puis en réalité, tu te rends compte qu'il y a une envie. Puisque j'avais un des plus grands comptes, tu vois, en 2023, 750 millions de vues sur... personne ne pouvait... tu vois, mais c'était que des sujets politiques, c'était pas du tout des sujets personnels. C'est-à-dire, je me suis jamais intéressé, tu sais, Kismayas, Koé, j'ai jamais été là-dedans. Parce que moi, je trouve que, encore une fois, on doit être au-dessus. Comme j'ai la foi, tu vois, je suis catholique, je pense qu'on ne combat pas l'ombre avec l'ombre. Je pense qu'on n'attaque pas les gens qui nous cyberharcèlent et qui veulent nous cyberharceler avec le cyberharcèlement. Je pense qu'on les attaque en ayant des raisonnements beaucoup plus construits, en s'appuyant sur des faits. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu as tellement de journalistes en octobre, en juin, pourquoi tu ne veux pas parler? J'ai dit, moi, je n'ai pas de faits pour l'instant. Je vais voir la manière avec laquelle les juges vont conclure, puisqu'on a des faits, on sait qu'on ne doit pas être accusé, mais je n'ai pas besoin de le dire. Tu vois, j'ai pas besoin de... Puisque si le juge
disait non-lieu pour tout le monde, c'était du temps perdu. Et je laissais après d'autres personnes commenter ce sujet, puisque la justice nous montrait qu'elle était complètement indépendante et que factuellement, on n'était pas dans une affaire de cyberharcèlement, puisqu'on ça s'adressait à quelqu'un qui n'est même pas sur les réseaux et que personne n'a essayé de contacter. Et qui dit elle-même qu'elle n'est pas du tout lectrice des messages qui sont sur les réseaux sociaux et que ça ne l'intéresse pas. Mais qu'elle le fait pour que ça serve d'exemple au bénéfice des élèves de l'école. Quoi ? On a été condamné pour l'exemple. Mais dans quel type de pays on est condamné pour l'exemple ? Tu peux l'être dans une guerre, mais maintenant, dans les lois de la guerre, on ne fait plus ça. Tu sais, c'est genre, dans la garnison, vous ne voulez pas vous dénoncer, je vais en prendre 10 au hasard, ils vont être fusillés. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais personne n'a dit, mais c'est hyper choquant. Non, tout le monde a dit, s'ils sont condamnés, c'est qu'ils l'ont fait. Et donc, c'était repris. Ils ont fait des photomontages, ils ont fait des machins. Personne n'est venu, m'a dit, Bertrand, ils connaissent mon numéro de téléphone, ou ils peuvent le trouver. Comme moi, j'ai pu trouver le tien parce que j'avais vu que l'affaire t'intéressait, donc je me suis dit, on va parler. Personne. Des gens qui sont censés être crédibles, qui sont censés être sérieux. Ils ont repris des dépêches fausses qu'ils ont rendues vraies dans la dissidence, parce que personne ne peut imaginer qu'un dissident dirait des choses fausses contre sa liberté future à lui-même. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont colporté les mensonges qui servaient à un système qui va les détruire. Tu sais, c'est le livre Inconnu à cette adresse. C'est « Ah non, mais moi, j'ai rien fait parce que je me sentais pas concerné. Et puis là, j'ai rien fait parce que j'étais pas concerné. Et puis, quand ils sont venus pour moi, personne n'a rien fait pour moi. Ah. » Alors justement, moi j'avais une question, je pense que ce sera ma dernière question, c'est si tu avais Brigitte en face de toi, Bertrand, qu'est-ce que tu lui dirais ou qu'est-ce que tu lui demanderais? Je dirais... Parce qu'elle n'est pas venue en plus au procès. Prenez mon livre, lisez mon livre, vous allez voir, j'ai rien du tout de personnel contre vous, contre votre mari, contre personne, j'aime mon pays. Mais je suis quelqu'un qui est curieux, qui a eu une formation, tu vois, scout, etc., qui analyse les faits, mais pas avec un microscope. Je regarde certaines choses avec un microscope, mais moi, ce que j'essaie de voir, c'est les tendances lourdes dans l'histoire, dans la géographie. Tu sais, c'est vraiment Naomi Klein, c'est la théorie du choc. Comment il y a des chocs qui sont créés et des lois qui sont comme si elles étaient prêtes immédiatement. Comment il y a des événements qui changent le cours de l'histoire. On ne peut pas négliger la chute de François Fillon en France. Et quand tu sais, parce que tu connais un peu les arcanes de tout ça, que ça a été préparé par des gens qui avaient intérêt ou qui avaient vraiment le désir que quelqu'un comme Macron soit là. Dans les dîners en ville, il y avait des gens qui, bien avant la chute de Fillon, disaient « Si Fillon a des problèmes, ne tapons pas trop sur Macron, parce qu'il est l'alternative entre Marine Le Pen et Mélenchon. » Donc le mec était identifié comme le second. Mais en réalité, les gens, naïvement, personne ne croyait ça sérieusement. Il était petit dans les sondages. Quand il faisait des meetings, il n'y avait personne qui allait. Les gens partaient du meeting, tu vois, ils avaient un espèce de mec excité qui disait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et puis, tu sais, dans un pays comme la France, pour devenir un visage que les gens connaissent, il ne faut pas 1, 2 ou 3 ans. Tu vois, il y a vraiment une permissivité, quoi. Même les gens mettent du temps. Eh bien, François Fillon est brisé, y compris de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, les tueurs sont à l'intérieur même, à proximité de lui, mais ils ont été mis en place pour que le coup soit tellement fort, tellement violent, que personne ne puisse remplacer François Fillon. Et que donc Macron apparaisse comme le seul possible. Son sauveur. Et il se passe exactement ce qui était prévu. Et Emmanuel Macron est élu avec 66,06% des voix. 66,6. C'était signé. Ouais. C'était signé. Mais personne ne veut voir.
les gens pensent que c'est une coïncidence. Les 666 millions donnés à la presse pendant le Covid, c'est une coïncidence. Les numéros de téléphone pour la chaleur avec 660, c'est une coïncidence. Ce chiffre qui est partout pendant le Covid, 6 heures du matin, pas 6 personnes, jusqu'à 6 heures du matin, etc. Enfin, ils se moquent de nous, même pour le mobilier Notre-Dame. Il y avait un article, ils étaient 6 finalistes, 6 millions d'euros de budget, des chaises de 6 kilos. Un article, les 6, ils étaient les uns au-dessus des autres, etc. etc. Les tapis à l'Élysée, les décorations, la bête de l'événement. Enfin, on ne peut pas dire qu'ils font en sorte de rien nous dire. Donc la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour parler de mon livre. Ah bah ouais, parce que là, tu m'as donné envie. Non, honnêtement, c'est excellent. Parce que je vois que tu es très éclectique en plus, parce qu'au-delà de l'affaire Brigitte, tu t'intéresses à tout, tu remets tout en question en fait. Et c'est ça que moi j'aime bien dans ce genre d'interview, c'est que derrière l'affaire Brigitte, tu t'es intéressé à d'autres choses. Et c'est pareil pour moi. Moi, de base, ça m'intéressait pas de savoir si elle avait un sexe ou pas. Ah oui. C'était derrière les réseaux Macron, l'ascension d'Emmanuel Macron, tout ça, le traitement de l'affaire médiatique. Donc, je te remercie, Bertrand. Ah ouais, Si tu as un dernier mot, vas-y d'ailleurs, n'hésite pas pour non, les abonnés. mais c'est très très important. En fait, tu sais, les médias souvent disent je veux interviewer des experts sur des questions parce que je ne veux pas interroger, ils appellent ça les toutologues, les gens qui savent tout sur tout. Mais depuis qu'il n'y a plus de personnes qui ont un peu de connaissance de tout sur tout, on n'a personne qui est capable de faire les liens entre les choses. Tu as des gens qui peuvent très bien t'expliquer l'électricité, mais ils comprennent rien la géopolitique. T'en as qui sont parfaits pour te parler du front en Ukraine, mais si tu leur parles de Gaza, ils disent ah non non mais ça je peux pas en parler, je comprends pas. T'en as qui peuvent parler de l'Afrique, mais la Libye c'est pas vraiment en Afrique. Enfin, tu vois mais en fait tous ces sujets sont liés. C'est-à-dire là je me suis amusé à dire les guerres et d'autres guerres, mais tout est lié. Ce qui se passe au Venezuela est intimement lié à ce qui se passe à Taïwan, et ce qui se passe en Ukraine, et ce qui se passe en France et au Groenland, mais c'est lié à la dette américaine, et c'est lié au dollar qui est attaqué, et le Bitcoin sert à quelque chose, et en fait c'est lié. Et on est dans une toile d'araignée où on nous explique que rien n'est lié. On sent que c'est lié. On sent qu'on est de moins en moins libre, mais comme tout le monde nous explique qu'il faut être complotiste pour croire que c'est lié, qu'il n'y a que les débiles qui pensent qu'il y a un plan, etc. Tu sais, les gens disent, mais le gouvernement ne peut pas nous vouloir de mal, ça n'existe pas. Et tu dis si, bah démontre-le. Bah non, mais on ne peut pas le démontrer, à moins de passer du temps et de lire ce livre. Quand tu lis ce livre, tu ressors hyper apaisé, parce que tu dis, bon bah ok. Et il n'y a pas de... Il faut lire les commentaires sur Amazon. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de méchanceté. Je répète pas, tu vois, je fais pas 100 pages sur le Covid à expliquer toutes les études, les machins, les statistiques. Qui a besoin de lire ça, sincèrement? Qui a besoin de lire ça? Personne. Parfois, je rencontre des gens en conférence, je leur dis, mais pourquoi vous lisez ça? Pour m'informer. Et qu'est-ce que ça vous a appris? Qui mentait? Ok. Tu vois, il vaut mieux, tu vois, comprendre, mais comme si on t'apprenait à l'école. Et à l'école, on ne t'apprend pas les exercices pratiques, on part de définitions, les lois, les règles, les livres religieux ou non religieux, etc. Puis on crée les théorèmes, puis on essaie de t'expliquer, à démontrer à partir des définitions les théorèmes. Donc tu es dans des choses qui sont là et qui sont liées les unes aux autres. Et après seulement tu fais des exercices pratiques. Mais tous les livres qu'on nous fait lire, c'est que des exercices pratiques. Mais si tu n'as pas compris les mécanismes, comment veux-tu absorber? Moi, quand je faisais des études, j'avais des gens qui faisaient des milliers d'exercices, mais ils ne savaient pas démontrer les théorèmes. Et résultat, en fait, ils oubliaient tout. Ils ne comprenaient pas, ils étaient perdus. Et donc, ils avaient besoin tout le temps de regarder des dizaines d'heures d'informations. Et c'est normal. Les médias qui vendent ça veulent une clientèle captive et droguée. Tu vois ce que je veux dire? Et mon dernier mot, c'est je vous souhaite tous mes vœux pour l'année et surtout beaucoup de courage.
C'est Et à toi clair, aussi, beaucoup de bien courage. sûr. Ah bah Ouais. merci, c'est gentil. Bah écoutez, voilà, c'est une interview, chers amis, moi je vous incite à évidemment mettre des pouces bleus, à commenter, surtout mettez-moi votre avis. C'est le plus important, c'est ça que j'aime, c'est l'échange, que ce soit déjà là en visioconférence, mais même après lire les commentaires des gens, c'est toujours appréciable. Ton livre, Bertrand, il sera dans la description et dans l'espace commentaire. Bon, malheureusement, j'ai pas de code pour une réduction ou quoi que ce soit, mais peut-être la prochaine fois, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je te remercie, Bertrand, et évidemment, courage à toi dans cette affaire, pour ton appel aussi, en espérant que ça aboutisse à quelque chose de positif. Et je vais te dire, avec Amazon, on est un des rares livres, on peut même pas avoir l'option pour que ça soit vendu par les libraires. Donc comme quoi, ils font rien pour le favoriser, hein. Ah ouais. Et T'imagines, hein. c'est une raison Donc, de plus pour l'acheter. oui, mais ça veut dire que ça dérange, mais qu'ils savent pas comment l'enlever en fait. C'est Et ça. c'est dégueu. Mais bon, je veux dire, je veux pas jouer Calimero, quoi. Au moins, il existe et c'est possible de le lire. Bien sûr, c'est ça. Eh ben, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, et moi, je vous dis rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo, et à plus tard.